Je lisais l'autre jour un article qui a eu, je pense, pas mal de succès et qui disait même au fin fond des Pyrénées, il pleut du plastique. Donc en gros, il y a une station météorologique, des scientifiques qui ont récupéré des microplastiques. Il en tombe 365 par jour et par mètre carré au fin fond des Pyrénées. Voilà. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors avant, on savait que l'eau qui tombée du ciel n'était plus potable depuis longtemps parce qu'elle vient lécher et ramasser un certain nombre de pollutions gazeuses diverses et variées. Mais maintenant, elle vient aussi ramasser des microparticules de plastique. Alors, d'où viennent ces microparticules de plastique? C'est pas les méchants cotons-tiges que la Commission européenne a décidé d'interdire. Bravo pour ce premier acte courageux, si je puis dire. Ça vient en fait notamment de l'usure des pneus de voitures, de la poussière des villes, de l'érosion du monde, de l'usure de tous les objets qu'on utilise et qui en fait créent des microplastiques. C'est-à-dire que même s'il y en avait une voiture dite propre, même si son énergie était propre, même si sa fabrication était propre, même si la gestion des déchets était propre, rien que rouler, c'est 1/3 des microplastiques primaires qui finissent dans l'océan chaque année. Donc la largeur de votre pneu détermine le taux de pollution océanique que vous créez. Dans ce nouveau monde que vous appelez de vos voeux, vous développez aussi la partie de lutte contre la délocalisation, donc la relocalisation. D'ailleurs, votre livre s'ouvre sur une introduction dont le titre est « La folle valse des crevettes ». Pourquoi? Quelle saison ces crevettes? Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai. Depuis, j'avais trouvé des trucs encore plus horribles. Bon, les crevettes, c'était les fameuses crevettes... je pense que c'est encore le cas, qui est pêché plutôt en Europe du Nord et qui sont décortiquées au Maroc, en l'occurrence, et qui remontent pour avoir des crevettes qui sont déjà décortiquées, vendues dans les rayons qui vont bien ou pour les restaurants, etc. Il y a effectivement des systèmes de transport extrêmement efficaces qui ont beaucoup gagné en productivité eux aussi, parce qu'on a fait des bateaux de plus en plus grands, parce qu'on a fait des avions qui consommaient moins, donc on peut faire venir de plus en plus de choses en avion, parce qu'on a des camions qui ont été de mieux en mieux remplis à travers aussi des outils tout simplement de partage numérique pour faire en sorte que le camion qui fait un point A, un point B puisse revenir rempli avec autre chose. Et donc tout ça a contribué à un prix du transport extrêmement faible. Et du coup, une fois qu'on a un prix du transport faible et qu'on a des barrières douanières qui historiquement se sont abaissées, voire annulées, ça c'est toute la logique qui date du GATT, puis de l'OMC, et puis c'est encore le cas aujourd'hui avec un certain nombre de traités. À un moment, vous avez soit un alignement par le bas des conditions environnementales et sociales. Il y avait l'espoir, je conteste pas peut-être une partie de bonne foi de dire non, ça allait au contraire, les standards allaient monter, c'était les prix des salaires allaient augmenter dans les autres pays, etc. Non, c'est plutôt la pression au contraire. Et donc, ça finit forcément avec des choses un petit peu stupides. Et avec des pièces auto qui traversent l'Europe, pour alimenter les différentes usines, pour gagner quelques centimes ou quelques euros par pièce, des tomates qui partent d'Italie et qui montent en Hollande, et des tomates qui partent de Hollande et qui descendent en Italie. Alors, il se trouve, ce ne sont pas les mêmes tomates, évidemment. C'est de la bonne tomate italienne qui est vendue au décile qui va bien en Hollande, et puis de la mauvaise tomate hollandaise qui descend pour être vendue au décile qui va bien aussi en Italie. Mais voilà, tout ça, c'est effectivement une réalité. Et que je pense d'ailleurs, c'était là pour le coup aussi en 2014, c'était peut-être un peu disruptif comme la sobriété et le pull au vert, mais maintenant même la Commission européenne est pour, et le reconnaît, c'est de dire il faut, si on veut faire une transition, dans lequel on va donner un prix au carbone réellement, donner un prix aux ressources éventuellement, il faut que soit tout le monde joue les règles du jeu, ce qui n'est pas possible, soit on a des mécanismes d'ajustement aux frontières. Dans d'autres temps, on aurait appelé ça barrière douanière, mais ça fait pas très... Mais c'est quand même à peu près l'idée. Et donc, elle est imparfaite, elle va arriver dans quelques années, mais il faut encore qu'elle soit votée par les États, donc il va y avoir quelques grandes manœuvres qui se promènent, mais c'est ça l'idée, c'est que sinon, effectivement, tout se mondialise et plutôt avec des conditions qui s'harmonisent par le bas. Le secteur de la construction, c'est un poids lourd climatique, c'est clair, par les matériaux qu'il embarque. Alors, l'essentiel des granulats, du sable, c'est pour le bâtiment et les infrastructures, travaux publics, VRD, etc.
On a deux bons gros matériaux qui sont le ciment et l'acier, tous les deux très émetteurs de gaz à effet de serre. Si le ciment était un pays, ça serait le troisième pays après la Chine et les États-Unis en termes d'émissions de CO2. S'ils étaient à la COP21, voilà, il serait troisième. Il serait représenté. Voilà, et il serait troisième. 7%, c'est ça, ouais. Ouais, à peu près 7%. Et il serait troisième ex aequo avec l'acier, qui lui est aussi un émetteur. Dans les deux cas, en fait, on a une émission de CO2 quelque part par la nature même du process industriel. C'est-à-dire que en fait, pour faire du clinker, donc qui est le composant essentiel du ciment, à côté de l'argile et deux, trois autres petites poules de perlimpinpin, on part du carbonate de calcium, le calcaire. Donc, et on va libérer, on va chauffer et on va libérer un CO2, donc une molécule de CO2. Donc c'est vraiment pas la nature même fait qu'on rejette un CO2. Pour l'acier, c'est un peu différent. On est plutôt, on doit réduire le minerai de fer, donc un oxyde de fer, et on va donc utiliser du coke de charbon. Donc en gros, pour faire simple, du carbone pur ou presque, qui va accrocher un oxygène, et donc ça va aussi faire une émission de CO2. Donc à cause de cette nature complètement chimique en fait du truc, ça fait deux gros émetteurs de gaz à effet de serre. On pourrait rajouter d'autres matériaux énergivores que peuvent être l'aluminium, que peuvent être le verre. Alors la différence, c'est que l'aluminium, ça sert pas que dans le bâtiment. L'acier non plus. Ça sert aussi beaucoup dans le domaine du transport. Le verre, il y a aussi d'autres applications, évidemment, tout ce qui est emballage, etc. Par contre, effectivement, le ciment, pour le coup, lui, il va à peu près, on va dire, ces bâtiments et travaux publics, infrastructures qui vont avec. Donc, évidemment, pas que ce qui est lié à l'étalement urbain, mais c'est quand même accroché à ça. Donc on a une ville qui, en fait, finalement, évidemment, est très... Alors, le secteur du bâtiment ou le habiter, si j'utilise un verbe comme dans les lois maintenant ou dans les conventions citoyennes pour le climat, se loger, des besoins, se transporter. Le besoin d'habiter, il est... Évidemment, les émissions de CO2, elles sont aussi liées au chauffage et dans une moindre mesure à la climatisation. Mais globalement, quand même, dans les émissions de CO2 de l'industrie, etc., on a quand même, la construction est quand même un gros faiseur. Et c'est parce qu'on continue à construire beaucoup que finalement, on a encore beaucoup d'émissions de CO2 et beaucoup d'extraction de ressources pour nourrir ça. Donc la question, c'est pourquoi on construit tant. Alors, c'est là qu'on entre dans un débat un peu incroyable, mais... Enfin, pas incroyable d'ailleurs, mais en fait, aujourd'hui, on construit à peu près 350 000 logements par an en France, pour donner un ordre de grandeur. Bon, ça varie légèrement, évidemment, d'une année sur l'autre, un peu selon les différents dispositifs fiscaux, éventuellement, ou autres, mais... Et ces 350 000 logements, ils correspondent à peu près à 180 000 personnes de plus sur le territoire. Qui sont le solde des gens qui partent en expat, de ceux qui arrivent, des naissances, des morts. Voilà, ça fait à peu près... C'est une très faible augmentation démographique, de l'ordre de 0,3%, je crois, de la population. Ça va être à peu près comme ça. Les projections, d'ailleurs, à 2050 sont très modérées. Et du coup, un habitant égale 2 logements mis en chantier, quoi.